Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre Kivu Morning Post et merci de votre fidélité. Le bradage de ressources minières en République démocratique du Congo, le prix Nobel Dr Denis Mukwege a fait une déclaration aussi accablante par rapport à cette gestion des ressources et l'exploitation des ressources minières en République démocratique du Congo. Vous allez suivre dans cette rubrique l'actualité du jour Dr Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, et puis le gouvernement congolais qui a réagi par rapport à ces propos. C'était donc hier dans un briefing tenu avec la presse dans la capitale congolaise. Et puis le mouvement citoyen, un groupe de pression, demande au président de la République démocratique du Congo de fermer les cachots de la DGM et de l'ANER. Nous allons en parler également dans l'actualité du jour. Et puis nous allons chuter par cette incertitude sur la rentrée scolaire prévue le 4 septembre 2023. Les syndicats des enseignants du Congo envisagent faire une réunion ce samedi pour prendre une décision finale par rapport à cette rentrée. C'est là après une réunion d'évaluation des accords signés entre le gouvernement congolais et le banc syndical. Des accords aujourd'hui qu'on nomme les accords d'Embuela 4. Comme d'ailleurs un élu national de la province d'ici Kivu, Denis Mukwege également, s'élance dans cette bataille pour en tout cas voir la question des prêts par rapport à l'exploitation minière par l'entreprise Primera Gold. Il faut le dire que pour certains, c'est une gestion opaque par cette entreprise et le gouvernement congolais ne gagne rien. Denis Mukwege parle tout simplement du bradage de ressources minières de la République démocratique du Congo. Suivez ici le docteur, prix Nobel de la paix, docteur Denis Mukwege. Que vous avez suivi tous une vidéo qui circulait, un député de la place dénonçait une société qui a eu le monopole de tout l'or du Kivu en investissant 20 000 dollars. Et en investissant 20 000 dollars, en complicité avec nos autorités, ils font perdre à nous tous, puisque cet argent nous appartient, 500 millions de dollars chaque mois. Ça ne vous révolte pas? Ça ne vous révolte pas? Les Émirats arabes unis n'ont pas besoin de l'or congolais. Ils ont beaucoup de pétrole. Qu'est-ce qu'ils peuvent venir faire ici pour piquer 500 millions chaque mois de pauvres Congolais? Les enfants ne vont pas à l'école, ils n'ont pas à manger, on n'a pas de routes. J'étais dans leur pays. C'est une extravagance totale. Mais en s'installant ici, cette société fait la misère des Congolais avec notre complicité. Parce qu'il y a 3 ministres qui ont quand même signé un tel accord. La jeunesse est au courant. Et la jeunesse dit, basi tutafanya. C'est ça le manque de charité. Aujourd'hui, nous devons manifester cette charité par notre capacité de s'indigner face au malheur qui frappe les gens autour de nous. Même si vous n'avez rien à vous dites, tout fagne, mais indignez-vous. Le réparateur des femmes, le patron de l'hôpital des Panzi a quand même reçu une réaction aussi chaude de la part du ministre Peter Kazadi, du ministre de la communication Patrick Mouya par rapport à ce propos. Que pense le gouvernement congolais et quelle réponse le gouvernement congolais donne par rapport à ces bradages de l'exploitation minière en République démocratique du Congo? Suivez un extrait du briefing tenu par quelques membres du gouvernement congolais. De l'accord avec Primera,
c'est de voir comment on restaure la sécurité. Ça veut dire que si la stratégie est bien implémentée, il n'y aura plus de femmes violées, il n'y aura plus toutes ces violences pour lesquelles il a consacré sa vie. Et donc, s'il y a une stratégie comme celle-là, parce que de toute évidence, nous sommes une république démocratique, peut-être que demain, il sera appelé à des hautes fonctions, etc. C'est toujours mieux de savoir où est-ce que le gouvernement actuel qui gère le pays, de comprendre notre stratégie. Parce que le Congo sera un, même si nous partons, ceux qui viendront, si vous ne comprenez déjà pas ce que nous sommes en train de faire et que parfois vous faites des déclarations comme les ferait n'importe qui, ça risque d'être quand même inquiétant. Bon, j'espère que lui ne l'a pas dit. Terminez votre question comme ça, on pourra vous répondre. Vous allez répondre. D'accord, bon, je pense que je peux me limiter là pour... vous pouvez remettre. Alors, on commence par le ministre Nicolas Kazadi. Bien, merci beaucoup. Écoutez, concernant le prix Nobel, pour commencer, moi-même, j'avoue que je ne savais pas qu'il avait parlé, mais on m'envoie sur WhatsApp un article accompagné d'une vidéo, mais je lis le commentaire, on me dit que le prix Nobel a dénoncé tout ça. J'ai dit, ça doit être certainement des fabrications de WhatsApp. Je ne vois pas comment il va entrer dans un sujet pour enchérir sur les propos aussi légers qui ont été tenus la veille. Et puis, j'entre dans la vidéo, je me rends compte, je l'entends parler, je l'entends dénoncer les 20 000 $, les 500 millions. Je croyais rêver, je croyais que c'était une blague au départ, mais c'était vrai. Il a parlé. Donc, il a rebondi sur les propos qui ont été tenus par l'avocat député, notamment sur les 20 000 $ et les 500 millions, sans regarder de plus près, sans s'informer. Et comme vient de le dire Patrick, je pense qu'il a commis là une erreur, pour ne pas dire une faute, pour quelqu'un de son niveau. Il aurait dû prendre le temps de lire, de s'informer et de poser des questions. Mais enfin, bref, ça sera à chacun de juger. Moi, je lui ferai confiance s'il faut opérer un membre de famille ou quelque chose comme ça. Mais pour ça, il a montré qu'il n'était pas préparé pour avoir un avis sur une question aussi importante et aussi stratégique. Mais si je devais aller plus loin, puisque lui se prête à la politique, allons dans la politique. Nous savons que le Dr Mukwege est très soutenu par les pays qui ont fermé les yeux devant tout ce que nous avons vécu pendant 30 ans. Très soutenu par ces pays-là. Et nous savons également que le Rwanda n'a jamais vraiment été condamné, alors que c'est le Rwanda qui était la plateforme du coltan du sang et de l'or du sang. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Très peu condamné. Mais quand il s'agit de la RDC, tout le monde dit on ne veut pas toucher, c'est sale, c'est pas propre, rien n'est clair là-bas. Donc on a déporté sur la RDC une saleté venue d'ailleurs. Mais pourquoi on a entretenu cet état de choses pendant si longtemps? Parce que les bien-pensants habituels ont pensé que c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus clean de traiter avec le Rwanda et de renvoyer toute la crasse en RDC et sur la RDC et sur les Congolais. C'est dommage que quelqu'un qui a mené un combat aussi noble que le docteur Mukwege se prête à ce jeu-là, se laisse prendre dans ce piège-là. Qui sont ces gens? J'ai ici un rapport de Global Witness, qui est une ONG bien connue au niveau mondial et qui fait énormément d'analyses en ce qui concerne les minerais. Global Witness est appuyé sur des recherches de terrain dans plus de 10 zones minières à travers le nord et le sud Kivu. Elle a mené des entretiens avec plus de 90 personnes, membres du gouvernement, du secteur minier, de la société civile, du monde universitaire et de dizaines de vidéos de témoignages recueillis à travers des chercheurs locaux. Global Witness est arrivé à la conclusion que d'abord, 90% des minerais de 3T exportés par le Rwanda sont introduits illégalement à partir de la RDC. Ils sont arrivés à la conclusion que le Rwanda était bien conscient du volume de production artificiellement gonflé par la contrebande. Et ils sont arrivés et ils ont même donné le témoignage que plusieurs entreprises mondiales avaient été averties depuis 2013. Ils se sont adressés à des entreprises aussi importantes que Apple, que Intel, que Samsung, que Motorola, que Kyocera. Ils ont informé ces grandes entreprises multinationales que 90%
du minerai qu'ils achetaient au Rwanda étaient issus de la contrebande, étaient liés à des conflits et provenaient de la RDC. Et ils l'ont fourni avec des preuves, nous affirme Global Witness. Cela n'a pas empêché à tous ces bien-pensants de rester bien silencieux pendant tout ce temps. Et comment notre prix Nobel, que nous aimons beaucoup pour le travail remarquable qu'il a fait, puisse aujourd'hui tomber dans un piège aussi facilement. Je trouve cela tout simplement regrettable. Merci. Voilà, on va prendre la réaction du... Peut-être un point sur le milliard 8, ça a été dit. Revenons ici en province du Nord Kivu où je le disais déjà au sommaire de l'actualité du jour que le mouvement citoyen groupe de pression demande en tout cas au chef de l'État congolais de fermer les cachots et également quelques maisons où les agents de l'ANR, de la DGM incarcèrent le militant des mouvements citoyens. Et vous le savez, il y a déjà des semaines, pour commencer, des semaines que un militant du mouvement citoyen, Jacques Sinzaera, a été arrêté pour avoir dénoncé une perception d'une taxe jugée pour lui illégale des 500 francs pour tout passager qui va soit de Goma au Bukavu ou qui va de Bukavu vers Goma. Également, les temps que nous sommes au moment où nous sommes en train de présenter l'actualité du jour, il faut le dire que 11 militants de la lucha aujourd'hui sont toujours aux arrêts. Ils sont détenus pour tout simplement avoir demandé à la CENI de livrer dans les conditions exigées par la loi les duplicata à tous les Congolais. Et ces jeunes mouvements citoyens ont été arrêtés. Au-delà de ça, il y a également 4 militants de la lucha qui ont été arrêtés, libérés 2 jours après pour avoir demandé à la Riche des Eaux quand même de desservir la population non potable. Vous le savez, la saison sèche frappe à plein fouet la population de la ville du Goma et il y a pénurie d'eau. 4 militants qui exigeaient à la CENI de donner à la population une eau potable ont été arrêtés et lâchés après. À ces stades, le mouvement citoyen groupe de pression s'inquiète déjà de l'allure où vont les choses actuellement et demande au président de la République, également à l'IGF, de descendre sur terrain, par exemple pour aller inspecter et voir la traçabilité des gestions des fonds perçus par la DGM au port public de Goma et au port du Bukavu. Suivez ici la déclaration, un extrait de la déclaration des mouvements citoyens. Citoyens et groupes de pression du Nord Kivu, après l'arrestation de nos militants, les tracasseries de la DGM, pénurie d'eau potable et non livraison de duplicatants. CENI. Nous dénonçons les actes d'intimidation et d'arrestation arbitraire faites aux militants suite aux alertes effectuées dénonçant les tracasseries et la pénurie d'eau potable en ville de Goma le matin du jeudi 10 août 2023 sous l'ordre du directeur provincial de la DGM. L'activiste Jacques Sinzaera a été victime d'une injonction venant de lui et le mobile de son arrestation tournait autour d'une vidéo dénonçant comme un citoyen conscient la manière dont les agents de la DGM refusaient aux voyageurs d'entrer dans le bateau sans le paiement d'une taxe qu'il fait payer pour chaque voyageur au port de Goma et Bukavu, pourtant non prévu et réglementé par aucun texte. L'accusation portée à l'égard de l'activiste était de calomnier le directeur provincial d'être complice de la tracasserie de 500 francs, chose qu'il a affirmé devant l'OPJ lors de son audition, car, dit-on, il n'y a pas de mauvaises troupes, mais plutôt de mauvais chefs. L'accord de Mbouela 4, signé entre le banc syndical et le gouvernement congolais, il y a quand même des avancées, reconnaît le secrétaire provincial du Nord Kivu. Les syndicats des enseignants du Congo, SIECO, Fidel Bichoko, après a fait donc une évaluation des accords signés entre le gouvernement et les bancs syndicales. Et il faut le dire qu'il a révélé à la presse que la décision viendra donc des enseignants pour décider de la reprise ou non de la rentrée scolaire. D'ailleurs, ça sera donc tenu ce samedi où les enseignants vont devoir se décider pour la rentrée prévue le lundi. Ici, je vous propose de suivre donc la décision ou les conclusions de la réunion tenue aujourd'hui, mardi, entre les syndicats et les syndiqués. C'était juste une réunion de restitution
des assises de Mbouela 4 et d'information de la situation générale prévalant à l'EPST. Et nous avons donné la restitution, on a rendu compte à la base qui nous a mandatés et nous avons donné les informations générales et toutes les réalités qui sont à l'EPST pour que les enseignants soient édifiés davantage et prendre position pour une rentrée scolaire prochaine prévue lundi le 4 septembre 2023. En fait, l'effectivité de la rentrée scolaire n'a jamais été un fait syndical. Ça dépend de la volonté manifeste du gouvernement, mais aussi de l'appréciation de la base. C'est la raison pour laquelle, après cette restitution, nous convenons avec les camarades ici présents que le samedi, nous aurons une assemblée générale où nous allons prendre une position et une décision pour la rentrée scolaire prévue lundi, le 4 septembre 2023. Dans les évaluations des assises de Mbouela 4, le gouvernement a mécanisé 13 058 nouvelles unités sur toute l'étendue du territoire national. Il y a eu la prime de gratuité qu'on a réajustée des enseignants des écoles primaires publiques. Il y a eu aussi le réajustement des frais de fonctionnement des bureaux gestionnaires et des établissements qui ont connu le changement de structure. Il y a eu aussi l'intégration de quelques agents désactivés et la résolution des cas de sous-paiement des enseignants. Maintenant, ce qui est des paliers, deuxième et troisième paliers qui étaient prévus d'être payés, en tout cas, c'est classé dans les oubliettes. Et la transposition des grades, jusque-là, elle n'est pas activée. C'est la raison pour laquelle nous avons donné l'information générale. Et la meilleure femme, telle qu'on le dit, elle ne donne que ce qu'elle a. Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire et nous sommes venus rendre compte. Il revient maintenant à la base d'apprécier les actions du gouvernement. Si la base est satisfaite, elle va reprendre le chemin de l'école. Si la base n'est pas satisfaite, il revient à elle de prendre une position et nous, comme représentants, nous allons entériner la position de la base. Notre syndicat avait fait son évaluation d'abord depuis Kinshasa et il a exigé, après l'analyse, il a trouvé qu'à l'EPST, il n'y a pas peu de moyens qui sont affectés là-bas. Il a demandé que le gouvernement puisse monter au créneau, nous expliquer la hauteur des crédits alloués à l'EPST et comment cette enveloppe est répartie pour que les enseignants soient édifiés et sachent s'il faut mener des actions, comment orienter leurs actions. Parce qu'il n'est pas seulement aux enseignants qui ne trouvent pas grand-chose, mais à l'EPST, il y a l'argent, mais il y a là où il y a c'est ça, canaliser beaucoup de recettes et pour les enseignants créés à la main, souvent ils reçoivent trop. C'est la raison pour laquelle SIECO a demandé qu'on puisse éclaircir aux enseignants comment est répartie cette enveloppe allouée aux enseignants. Nous avons donné l'information générale. Le samedi, les enseignants, nous allons nous rencontrer ici pour la prise de position pour les lundis prochains. Messieurs, dames, messieurs, voilà que c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Blaise Bassabos et vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.